Bonjour, on va juste attendre quelques minutes pour que les gens se joignent à nous. On va commencer ça très bientôt. Donc, bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Mathieu Roy. Je suis vice-président responsable de l'expérience sentier au Sentier transcanadien. Je suis situé à Magog, donc j'ai avec moi des membres de l'équipe, Heidi Tillman, qui est la manager, gestionnaire responsable du sentier et des infrastructures, et Angela Morin, qui est la coordonnatrice des projets et signalisation infrastructure au Sentier transcanadien. Vous avez sur l'écran quelques règles pour le webinaire. Je vous invite à poser toutes vos questions dans la section Q&A. On va y répondre au fur et à mesure. S'il y a des questions qu'on n'est pas capable de répondre, on va vous répondre par la suite sans problème. Si vous voulez partager aussi avec vos collègues après la séance, le lien va être disponible. Donc, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. La première chose que j'aimerais faire, c'est, comme je vous ai dit, je suis situé à Magog. Donc, Magog, c'est le territoire traditionnel de la nation Abenaki et plus largement de la Confédération Wabanaki. Dans le domaine où on travaille, j'aime toujours dire que l'expérience et les principes autochtones sont très importants dans la préservation, la conservation de nos sentiers. Donc, on utilise ces principes-là par nature, mais depuis des générations, les communautés autochtones se partagent ce savoir-là. Je trouve le lien entre nous et les communautés très intéressant, très important, puis on essaie, nous, au Sentier transcanadien, d'augmenter les relations entre le savoir autochtone, les communautés autochtones, puis les sentiers non autochtones. Donc, cette série de webinaires, c'est le deuxième webinaire cette année. C'est à propos de la planification de la conception du balisage de la signalisation sur les sentiers récréatifs. Suivant, s'il vous plaît. Donc, quand on parle de sentiers, la signalisation, c'est une des infrastructures les plus importantes pour assurer une expérience positive à vos visiteurs, à vos usagers. Vous voyez une liste de raisons là, mais on peut les simplifier en 4 grandes lignes. La première, c'est guider le visiteur. On a toute une expérience dans notre vie où on est arrivé à une intersection de sentier, notre cellulaire ne fonctionnait pas, puis il n'y avait pas de panneau qui indiquait quelle voie prendre. Donc, ça se transforme souvent une expérience positive vers une expérience négative dès qu'on commence à vivre ce type de situation-là. Ça a aussi un impact sur les recherches, la sécurité, etc., qu'on a besoin de mettre en place si on n'a pas une signalisation adéquate. Ça sert aussi à raconter l'histoire du sentier. Il y a beaucoup de panneaux d'interprétation le long du sentier, donc on peut créer les panneaux d'interprétation pour conter l'histoire, raconter la culture, partager une anecdote sur le long du sentier même. Donc, il y a beaucoup d'utilité sur l'interprétation qui peut être faite. Une des choses importantes aussi, c'est de réguler le sentier. Donc, tous les signes prescriptifs, ne pas faire ça, ne pas acheter de déchets, par exemple, s'assurer de rester dans le tracé du sentier. C'est la signalisation qui est très importante pour guider les règles d'utilisation du sentier. Puis en gros, ça parle de la qualité de votre sentier. On peut tous s'imaginer facilement un sentier avec de la signalisation qui est un peu tout croche, cloué avec un clou rouillé, la peinture est blanchie, on n'est pas trop capable de lire la signalisation. Ça parle beaucoup à l'utilisateur sur le type d'entretien, maintenance qui est fait sur le sentier. C'est une des choses les plus visibles. Donc, ça parle à propos de votre sentier. À l'autre extrême, on peut aussi s'imaginer un sentier où le site d'arrivée, le trailhead, est bâti avec la roche, des poteaux architecturaux, une map qui a été conçue, qui est agréable à voir. Donc, ça vous donne, dès votre arrivée sur le site, une expérience plus positive, puis ça vous met dans le bon, ça met l'utilisateur dans un bon
dans une bonne place ou une mauvaise place par rapport à ce que vous avez à offrir. Diapositive suivante. Donc, quand on parle de signalisation, il y a principalement ces 7 types-là. Donc, l'indication directionnelle, le nom de votre sentier, les marqueurs kilométriques, les balises, les flèches, les points d'intérêt, les points de départ de sentier. Donc, ça peut être, on peut appeler ça site d'accueil, kiosque, trailhead en anglais. Donc, c'est vraiment ces points-là où l'information de base est fournie. La signalisation de prescription de danger, les obligations, les interdictions, les règlements. La signalisation d'interprétation, un panneau qui est souvent non mis un peu de côté, c'est les panneaux de reconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui donnent pour votre sentier, qui donnent du temps, qui donnent de l'argent aussi. Donc, ces panneaux-là sont très importants, puis l'emplacement, la façon qu'ils sont faits, donne aussi de la valeur à votre sentier, puis vous permet de continuer vos levées de fonds. Puis il y a tous les autres types de panneaux, principalement les panneaux de travaux, construction, fermeture temporaire, etc. Diapositive suivante. Donc, pour bien réussir un projet de signalisation, il y a des facteurs clés. Que votre sentier soit très rustique, urbain, dans le milieu d'une montagne ou sur le bord d'un lac, les principes restent les mêmes dans la signalisation. Diapositive suivante. Donc, c'est quoi les principes? Le premier, c'est l'accessibilité, on peut dire aussi l'inclusivité. Donc, il faut toujours avoir en tête que l'usager sur votre sentier est peut-être pas capable de lire la langue que vous utilisez ou est peut-être pas capable de lire tout court. Prenez un enfant de 3 ans qui arrive sur un sentier. Est-ce que si vous avez écrit sur un panneau « ne pas utiliser ce sentier », probablement qu'il ne sera pas capable de comprendre le langage. Donc, c'est important d'avoir une accessibilité universelle quand on regarde notre signalisation. Facile à comprendre, rapidement compréhensible. L'uniformité et l'homogénéité de la signalisation est aussi importante. Donc, vous allez vous prenez la route verte, qui est un exemple très, très pertinent. Au Québec, quand vous vous promenez au travers des réseaux cyclables, vous allez rapidement voir, être capable d'identifier où est la route verte, parce que le panneau est pareil partout. Donc, il y a une homogénéité, une uniformité dans le panneau. Le troisième principe, c'est la lisibilité. Donc, un des exercices qu'on fait au sentier, nous, c'est on se ferme les yeux juste pour garder une petite ligne de vision. On essaie de voir si notre panneau est lisible à une certaine distance. La lisibilité est très importante parce que les gens se déplacent sur votre sentier. Donc, plus vous avez d'informations, plus le panneau est chargé, moins le panneau est lisible, moins l'information va se rendre et moins l'information va être respectée. La visibilité, donc, d'un point de vue responsabilité, d'un point de vue aussi utilisateur, la visibilité est très importante. Ça va varier selon le type d'usage. Donc, par exemple, sur une randonnée, un sentier pour les randonnées équestres, ça ne sera pas le même type de visibilité que vous allez avoir besoin pour un sentier de randonnée pédestre. Les signes ne seront probablement pas localisés à la même hauteur, pas la même dimension. Donc, plus les gens vont vite, plus votre panneau a besoin d'être gros, plus votre panneau a besoin aussi d'être à hauteur des yeux pour être lisible. La visibilité aussi, avec le temps, c'est l'entretien. Donc, les panneaux qui commencent à être couverts par les arbres, etc. La cohérence. Donc, la cohérence, c'est comparativement à l'uniformité, l'homogénéité, c'est par type de panneau. On essaie d'être cohérent dans la dimension, dans la localisation. Si vous avez des sponsors sur votre sentier, ils ont toujours le même positionnement sur le panneau, etc. Donc, on est cohérent d'un panneau à l'autre. Vous avez une liste de questions. La présentation va être disponible, comme je l'ai mentionné. Donc, ce type de questions-là vous aide à penser à votre plan de signalisation. Par exemple, c'est quoi les activités ou c'est quelle vitesse, la hauteur
etc., les angles de déplacement, les conditions d'éclairage. Si votre sentier est utilisé le soir, c'est important de comprendre qu'un panneau qui est jaune, qui se situe dans le milieu du sentier, peut parfois, quand le soleil se couche, ne pas être visible comparativement à un panneau qui est rouge et qui est très contrastant avec la lumière. Prochaine diapositive. Donc, ça, on rentre un peu plus en détail dans les panneaux d'indication balises. C'est vraiment, comme vous voyez sur la photo, ça indique où on est sur le sentier, mais ça vous permet de vous diriger sur un sentier. Donc, ici, le sentier transcanadien s'en va à droite, puis les gens peuvent continuer. Un des objectifs d'une bonne balise, c'est de s'assurer que l'utilisateur, pour s'orienter, n'a pas besoin d'arrêter pour lire le panneau. Donc, la flèche directionnelle est un des meilleurs usages. On est capable de dire droite-gauche, aller tout droit, avec une représentation graphique du sentier. Donc, nous, on utilise notre logo. Ça pourrait être une simple bande peinturée. Donc, prochaine diapositive. Donc, quand on parle de marqueurs peinturés, c'est un bon exemple de balise. Donc, certains réseaux utilisent des marqueurs peinturés principalement parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'installer des panneaux en aluminium ou ils ne veulent pas avoir trop de pollution visuelle sur leur sentier. Donc, plus tu ajoutes des panneaux en aluminium, plus tu ajoutes la signalisation sur un sentier, plus tu as des risques de pollution visuelle. L'utilisation des marqueurs peints, ils ont différentes significations. Donc, si vous utilisez juste un marqueur peint pour une couleur qui désigne votre sentier, donc le sentier, le marqueur peint, c'est un marqueur jaune, puis le sentier suivant, c'est un marqueur bleu, par exemple, vous devez l'indiquer à votre site de départ, la signification de ces couleurs-là. Si vous utilisez les marqueurs peints pour donner des indications de direction, de début de sentier, d'intersection, c'est très important au site de départ, à votre trailhead, de mettre cette information-là. Parce que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de lire ces symboles-là. Ce n'est pas tout le monde qui sont utilisés pour faire de la randonnée pédestre dans des conditions avec des marqueurs peints. Donc, la signification est très importante. Prochaine diapositive. Il y a des places au Québec et ailleurs sur le bouclier canadien, c'est un bon exemple, où on n'a pas beaucoup d'opportunités pour planter des poteaux. On est en zone isolée, c'est de la roche, on est sur le roc, sur la grandeur du sentier. Donc, il y a deux solutions pour ce type de situation-là. La situation de la peinture marquée au sol est à éviter en partie parce que c'est beaucoup d'entretien. Donc, si vous commencez à faire de la peinture au sol, il faut vous assurer qu'il y ait de la peinture assez régulièrement qui est faite, un suivi. Il y a les amas de pierre qui sont utilisés aussi depuis toujours. Les amas de pierre, le bon côté, c'est que ça est visible de loin. Le mauvais côté, c'est que c'est susceptible au vandalisme. C'est détruit par les animaux. Puis, si la météo est plus ou moins clémente, ça a aussi subi les caprices de la météo. Puis, il y a un nouvel aspect, c'est que les gens se sont mis à construire ces amas de pierre-là sans comprendre la signification. Donc, vous allez souvent avoir à revalider votre sentier pour s'assurer de démolir les amas de pierre qui ont été construits par des visiteurs qui ne comprenaient pas la signification de vos amas. Prochaine diapositive. Les marqueurs kilométriques. Les marqueurs kilométriques, c'est primordial pour les sentiers pour deux choses. La première raison, c'est vraiment les niveaux de difficulté d'un sentier varient d'un sentier à l'autre. Donc, je peux être quelqu'un qui est habitué de faire des sentiers pédestres de 5 km, mais j'arrive sur un sentier pédestre qui est très difficile, très accidenté. Puis je pars sur un sentier de 5 km, puis après 1 km, je me rends compte que
c'est peut-être pas un sentier pour moi, donc ça me permet comme utilisateur de retourner au point de départ avant d'être trop engagé sur le réseau, sur le sentier. Ça vous permet aussi d'identifier les points d'intérêt rapidement. Donc, les lieux d'intérêt, les points de retour au point de départ, puis d'avoir des lieux pour le 911, des lieux de rescue, de sauvetage. Donc, quand vous avez des marqueurs kilométriques, c'est souvent bon aussi d'ajouter à tous les 5 km un marqueur de sauvetage pour vous assurer que le 911 est capable de retrouver les gens sur le sentier. Prochain. Donc, les points de départ de sentier, c'est un exemple qu'on a financé dernièrement au Nouveau-Brunswick. Prochaine diapositive. Donc, c'est un des panneaux les plus importants sur un sentier. Il y a des informations de base à mettre. La carte à grande échelle, ça doit toujours être là. Les icônes d'utilisation des sentiers. Donc, qu'est-ce que les gens vont retrouver sur leur route comme marqueur kilométrique, par exemple? La façon de vous présenter l'information ou la couleur de chaque sentier, puis vous utilisez des marqueurs peinturés. C'est très important que ça soit uniforme et que ça soit cohérent avec votre carte principale. Les positions GPS. Donc, dans certaines places, même en proximité des centres urbains, les réseaux cellulaires ne fonctionnent pas toujours. Donc, mais il y a accès à des positions GPS où les gens utilisent des GPS. Donc, c'est important de leur donner des coordonnées GPS si vous avez un réseau cellulaire qui est très faible. Il y a aussi le 911, les contacts d'urgence. Donc, si vous avez des contacts d'urgence. Après ça, les cartes, vous pouvez utiliser ces cartes-là aussi à des points de départ. Donc, vous êtes ici, le nord, le sud. Les références de 5 km sont aussi intéressantes à avoir. Sur un panneau, il peut y avoir aussi les avertissements de danger pour informer les dangers. Par exemple, faites attention aux ours ou risque d'avalanche en hiver ou ce sentier est un sentier partagé. Les vélos doivent céder aux gens en randonnée. Donc, c'est important de mettre ces avertissements-là dès le départ pour que les gens comprennent. S'il y a des frontières internationales, donc ici en Estrie, on est très proche des lignes avec les États-Unis. C'est important de mettre des avertissements aux gens de dire vous approchez la frontière internationale, s'il vous plaît, ne pas traverser les lignes avec les risques qui viennent avec. Prochaine diapositive. Donc, on utilise. Peux-tu revenir? Merci. On utilise aussi le terme kiosque. Donc, c'est juste qu'on met un toit au-dessus du trailhead, finalement, que ça devient un kiosque. L'avantage, quand vous faites une conception de point de départ, de mettre un toit, c'est que ça prévient le blanchiment par les rayons UV. Donc, avec les changements climatiques, on se rend compte que les panneaux durent de moins en moins longtemps. Donc, c'est une bonne idée d'intégrer dans votre structure de coût puis dans votre structure un toit pour protéger vos panneaux contre les rayons UV, les éléments de la météo. Nous, au Sentier transcanadien, on recommande aussi d'ajouter des énoncés de reconnaissance territoriale avec les communautés autochtones. Vous pouvez consulter votre communauté qui est présente dans la région. Puis la communauté a souvent des histoires intéressantes, des histoires très, très importantes à raconter. Les couleurs doivent contraster. Donc, ça permet aux personnes qui ont des difficultés visuelles, qui font du daltonisme, de bien voir les indications. Quand vous ajoutez des contenus historiques éducatifs, il y a toujours la barrière de la langue qui est présente. Donc, vous pouvez ajouter des codes QR. C'est aussi, quand vous regardez votre panneau, dépendamment de l'espace que vous avez, souvent, ça ajoute beaucoup d'informations, puis ça peut venir
pas en compétition finalement avec l'information clé que vous voulez proposer. Donc, si vous avez du contenu historique éducatif à ajouter, nous, on recommande d'aller vers un panneau d'interprétation qui peut se trouver à l'entrée du sentier, qui permet aussi de diriger les gens sur votre sentier et de gérer vos visiteurs. Donc, la signalisation doit toujours être conçue par rapport à votre code de construction local et règlements en vigueur. Prochaine diapositive. Prescription de danger. Donc, la photo que vous voyez là, c'est une photo à ne pas faire. Donc, les gens qui regardent ces panneaux-là, ces 6 panneaux-là, ils savent qu'il y a un danger. Mais ils ne sont pas capables de dire, OK, c'est quoi vraiment le risque? Ils sont capables de dire, il ne faut pas que j'aille là. Il aurait pu simplement mettre les signes de prescription jaunes sans mettre le texte, sans ajouter le texte. Il aurait pu simplement mettre le signe qui est le plus prudent directement au départ. Donc, vous avez le signe le plus prudent c'est une falaise dangereuse que vous voyez à la droite, au centre à droite du poteau. Donc, si vous mettez falaise dangereuse, les courants forts, le danger d'être apporté par les vagues, le danger d'avoir des roches qui nous tombent sur la tête ne devrait pas être là. Ces panneaux-là, il y en a beaucoup dans les guides du ministère du Transport au Québec. Puis dans toutes les provinces, c'est présent. Les icônes, on recommande que ça soit conforme aux normes ISO 9 ISO. Donc, la plupart des icônes sont internationales, sont connues, sont reconnues. Sur un sentier récréatif, c'est important de dire qu'on est un sentier récréatif, mais ça vous aide aussi à enlever de la responsabilité civile. Donc, puis on sait, les assurances, ce n'est pas toujours facile à obtenir. Les coûts d'assurance augmentent pour les sentiers. Donc, dans votre plan de gestion de risque, avoir la bonne signalisation pour informer l'utilisateur d'un risque va vous permettre de prouver à votre assureur que vous faites de la diligence. Donc, vous prenez des mesures pour empêcher le danger d'arriver. Donc, ça vous permet aussi de décliner ou du moins réduire votre responsabilité. Dans un point de vue de risque, gestion de danger, nous, on recommande d'aller avec un consultant qui connaît la gestion de risque, qui travaille avec les assurances, donc qui peut vous donner une information qui est plus claire sur les enjeux possibles et comment éviter d'avoir des poursuites, par exemple. C'est pas évitable d'avoir une poursuite, mais d'être responsable dans une poursuite, c'est évitable. Prochaine diapositive. Donc, il y a beaucoup de règlements qu'on peut prendre en compte. Les règlements de stationnement, les animaux sauvages, la flore, l'eau, les défenses. Donc, défense de faire du bruit, c'est un terrain privé, séjour, les avertissements météo, les détours. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a une uniformité à avoir, mais aussi, quand on parle d'interdiction, il faut toujours essayer de mettre ce qui est permis. Donc, prochaine diapositive. Donc, quand on regarde les icônes d'utilisation de sentier, par exemple, ce que vous voyez à votre gauche de l'écran, il y a plein d'icônes standards, mais ici, ils ont mis c'est permis de faire de la randonnée, c'est pas permis de faire du vélo, c'est pas permis de faire de la randonnée équestre. Donc, ça vous donne une idée directement au point de départ de ce qui est permis, ce qui est positif versus ce qui est interdit. Donc, souvent, ce qu'on va voir dans des panneaux, c'est juste ce qui est interdit, ce qui est permis ne sera pas affiché. Les panneaux, les icônes d'utilisation de sentier aussi, ça aide beaucoup à orienter par rapport au niveau de difficulté. Donc, si vous avez 2 choix de route, des routes parallèles, en ski, en vélo montagne, c'est fréquent. Ça vous permet d'orienter rapidement les gens sur le sentier sans qu'il y ait à lire un message, une langue. Le carré bleu
tout le monde sait que c'est un sentier intermédiaire. C'est connu internationalement. Prochaine diapositive. Donc, les panneaux d'interprétation. Au Sentier transcanadien, on voit des dizaines, centaines de designs par année de panneaux d'interprétation de différentes qualités. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des panneaux qui n'ont pas beaucoup de contraste, qui sont surchargés en texte. Donc, il y a la recommandation, moins en mettre, c'est mieux que trop en mettre, est importante sur les panneaux d'interprétation. Les gens aiment les visiteurs aiment prendre le temps de lire l'information, mais visuellement, si vous avez des photos, si vous avez une carte, ça aide les jeunes, les enfants aussi à avoir un intérêt par rapport aux photos et à l'information que vous présentez, puis vraiment aller capter leur attention. Si c'est simplement du texte avec deux, trois petites photos, c'est difficile de capter l'attention. On peut présenter des points de vue historiques, des points de vue sur la faune, la nature, la flore. On recommande souvent d'en mettre aux points d'intérêt. Donc, les points d'intérêt principaux, mais pas le mettre directement dans la ligne. Donc, vous avez une plateforme de vue sur une vallée. Si vous mettez le panneau d'interprétation là, puis vous avez un fort trafic, une forte affluence sur votre sentier, vous allez créer un bouchon au niveau du point d'intérêt. Donc, c'est souvent intéressant d'avoir ces panneaux-là avant l'arrivée au point d'intérêt ou un petit peu après, qui permet de faire progresser les gens sur le sentier sans avoir des places d'arrêt où c'est déjà un point d'intérêt en tant que tel. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, ça permet d'avoir du débit sur le sentier, mais ça vous permet aussi de gérer vos points d'intérêt, vos arrêts sur le sentier. Donc, le plus clair possible, le plus de contraste possible, très important, c'est aussi une belle place pour souligner vos donateurs. Donc, c'est facile d'ajouter des logos dans le bas d'un panneau d'interprétation. Intéressant pour ce côté-là. Prochaine diapositive. Donc, les panneaux de reconnaissance, c'est un exemple de panneau de reconnaissance. Ce projet a été financé par telle personne. Souvent, ce qu'on va se rendre compte, nous, les demandes qu'on a, c'est que les panneaux de reconnaissance, c'est souvent des panneaux qui demandent, il y a quelques années, c'était le bronze qui était populaire. Donc, ils voulaient des panneaux en bronze, des panneaux en titanium. Donc, des métaux qui sont un peu plus dispendieux, qui demandent aussi de faire de la gravure. Donc, si vous faites des panneaux de reconnaissance, pensez au coût de maintien à long terme, à l'intérêt aussi des voleurs pour le métal. Donc, si vous avez un panneau en bronze actuellement, ça se peut qu'il se fasse arracher et que vous le perdiez, puis le remplacer, au final, n'est pas très intéressant. Donc, pour nous, les panneaux en aluminium sont une des principales avenues pour faire des panneaux de reconnaissance. Toujours faire approuver votre panneau par le donateur. Il y a beaucoup de personnes qui donnent, qui veulent avoir de la reconnaissance, mais qui ne tiennent pas à être centrales au sentier. Donc, ils veulent être sur un banc ou sur le bord d'un pont. L'important, c'est quand vous faites votre contrat aussi avec votre donateur, si vous offrez de la reconnaissance, c'est de mettre une fin, une date de fin ou une date d'expiration à cette reconnaissance-là. Ça vous permet, de renouveler, de ne pas surcharger votre sentier avec plein de reconnaissances d'un bout à l'autre, de renouveler vos donateurs, mais aussi ça vous empêche de vous commettre ad vitam aeternam sur l'entretien d'un panneau. Parce que la durée de vie de ces panneaux-là va être de 10-15 ans. Donc, dans 15 ans, vous allez devoir repayer pour avoir le panneau si vous n'avez pas mis une date d'expiration. Donc, c'est très important de gérer le contrat
quand vous faites de la reconnaissance, la grosseur du panneau, le type de reconnaissance, la localisation du panneau, ça va vous éviter des ennuis dans le futur. Prochaine. Donc, quand on parle de conception, ça prend un équilibre entre l'artistique et le fonctionnel. Le panneau doit attirer le regard. On voit souvent, nous, des designs de panneaux qui sont très, très, très colorés. Donc, oui, ça attire le regard, mais ça déconcentre aussi, puis c'est trop surchargé. Donc, il faut s'assurer que le panneau, il y a un bon équilibre entre l'aspect artistique, graphique, et l'information qu'on donne. S'il y a plusieurs nuances, beaucoup de mots, un plan qui est plus ou moins de qualité, on a tous déjà vu ça, le plan n'est pas assez précis, il ne nous donne pas la bonne indication, donc on n'est pas capable de se trouver. C'est très, très difficile d'utiliser le panneau, puis c'est une perte d'argent finalement. Un mauvais design, ça n'a pas l'intérêt de l'usager, augmente sa frustration, puis provoque une expérience négative. Prochaine diapo. Donc, quand on parle d'accessibilité et inclusion, les nouvelles technologies arrivent dans ce domaine-là. Donc, la hauteur des panneaux est importante. Si votre sentier est accessible aux personnes à mobilité réduite, vous devez penser à avoir plusieurs hauteurs. Puis quand on parle d'accessibilité, ça peut être accessibilité pour les personnes âgées, des enfants, personnes à mobilité réduite, des gens avec une déficience auditive, déficience intellectuelle, etc. Donc, il y a 10 types principaux d'handicap au Canada qui sont répertoriés. Donc, ce n'est pas chaque type d'handicap qui a les mêmes besoins en termes de signalisation. Dans ce qu'on voit le plus souvent, il y a les panneaux d'interprétation audio. Donc, c'est des panneaux où on presse un bouton. De plus en plus, ce type de panneau-là s'en va vers le code QR aussi. Donc, l'interprétation audio est sur le téléphone. Tu réduis l'entretien. Il faut toujours penser que quand vous allez vers le code QR, vous visez l'utilisateur que oui, il y a un problème et qu'il n'a pas les habiletés auditives, mais cette personne-là doit être accompagnée ou vous considérez que cette personne-là a juste un handicap. Il y a les cartes graphiques, les cartes tactiles, les panneaux interactifs, le code QR, comme j'ai dit, qui est très populaire, puis il y a beaucoup de balises intelligentes maintenant. Donc, les balises intelligentes, les beacons, c'est des petits systèmes qui sont implantés sur des poteaux. Donc, vous pouvez penser à ça comme une rondelle de hockey qui est vissée sur le poteau, mais quand les gens passent proche, c'est des puces qui envoient de l'information cellulaire. Donc, selon les applications utilisées, ça peut être de l'information vocale qui est transmise, donc qui permet aux gens avec des problèmes visuels de pouvoir naviguer sur le sentier. Il y a des groupes Access Now, le CNIB, donc l'Institut pour les personnes avec un handicap visuel, la Fondation Rick Hansen. Ces places-là offrent des bons conseils sur la meilleure façon de concevoir la signalisation en fonction de l'accessibilité. Toujours penser à multiplier les sources d'information, les sources et les façons que vous présentez l'information en fonction de votre audience ciblée. Prochaine diapositive. Une des choses qui est le plus négligée par les groupes de santé en général, c'est de créer un bon plan de signalisation. Ça demande un investissement. Puis on a l'habitude d'investir beaucoup dans nos infrastructures. Donc, si on pense à un pont, on va tout de suite faire, on a besoin de plein de vie, il faut calculer le débit de la rivière, etc.
On va aller chercher l'ingénierie, les services nécessaires pour pouvoir faire le plein de vie et passer en appel d'offres, passer à la construction. Quand on parle de signalisation, ça se fait souvent par étapes dans le sentier. Ça vient souvent à la fin, une réflexion presque post-construction, tandis que ça devrait être au début, comment on veut accueillir les gens, comment on veut les guider sur le sentier. Donc, ça devrait être une réflexion qui est faite en amont du projet ou en même temps que le projet est développé. La création d'un plan de signalisation, vous voyez une image ici, donc ça inclut vos points d'intersection, vos trailheads, vos balises le long de la signalisation. Ça inclut aussi le design graphique, le design architectural. Les architectes paysagers font ça, les firmes d'ingénierie font ça. C'est important de savoir ce qu'on veut faire au global pour avoir une idée de comment ça va nous coûter à la fin. Toujours, c'est les mêmes règles. Les systèmes d'orientation, les directions, trop de renseignements, ça aide pas la compréhension. Trop d'indications, c'est une source de confusion. Faire attention aussi dans ces cas-là, puis ça nous arrive assez régulièrement, nous, de voir des plans de signalisation que les gens ont été très, très créatifs dans la façon de créer la structure qui allait tenir le système de signalisation. Des fois, trop de créativité peut être un risque. Par exemple, les amas de roche ont été utilisés pendant un bout pour pouvoir tenir la signalisation. Puis on se rend compte que les cajoux de roche, ils bougent avec le temps. Donc, la signalisation, l'entretien est plus régulier. Ça garde aussi l'humidité, donc tu crées des problèmes de corrosion sur tes attaches, etc. Donc, c'est important de penser au plan de signalisation, le coût pour réaliser la mise en œuvre initiale, mais aussi l'entretien qui va venir avec le temps. Donc, des fois, c'est très, très beau, mais si c'est du bois qui n'est pas bien traité, pas bien scellé, les poteaux peuvent pourrir très rapidement. Puis vous retrouvez dans 5 à 10 ans avec un coût de maintenance et d'entretien très important sur votre sentier. Prochaine diapositive. Donc, c'est un exemple de plan de signalisation qu'on a reçu dernièrement. KVR, c'est Kettle Valley Rail Trail en Colombie-Britannique. Donc, ils ont vraiment regardé chacun des aspects. Donc, le signe massif d'arrivée de bienvenue. Après ça, le site d'accès le point d'accès au site, le kiosque. Les points d'intersection d'entrée aux balises en bas à gauche. Après ça, les panneaux de prescription jusqu'aux marqueurs kilométriques, panneaux d'interprétation, etc. La planification de ce projet-là a coûté quand même, a été assez dispendieuse. On parle d'autour de 100 000 $ pour avoir réalisé le plan. En général, une planification, le coût varie selon la qualité graphique, le temps passé à essayer de définir, sortir de l'ordinaire. Pour un sentier typique, vous pouvez avoir un plan de signalisation pour 5 000 à 10 000 $. Quand vous ne désirez pas devenir une attraction touristique ou il n'y a pas d'autres intérêts majeurs ou choses qui poussent d'avoir une signalisation qui sort de l'ordinaire, ça ne demande pas un investissement majeur. Après ça, si vous allez dans des, comme cet exemple-là, oui, ça demande des investissements majeurs parce qu'il y a le design, la conception, comme vous voyez le KVR. Bien, le KVR, les lettres sont en quel métal, la base de béton, la structure doit être faite comment, c'est quoi les fondations, le drainage, etc. Donc, les coûts s'additionnent très rapidement. Prochaine diapositive. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt, il y a plusieurs personnes qui font des plans de signalisation qui sont imaginatifs. Le but, c'est vraiment de considérer que le signe soit le plus durable possible. Il ne faut pas que vous ayez à le remplacer. Nous, de notre côté, on recommande l'aluminium. L'aluminium, c'est léger, c'est durable, c'est ce qui est utilisé en signalisation routière. Donc, nos sentiers, c'est comme des mini-routes. Donc, les
les ministères de transport partout au Canada utilisent l'aluminium. Il y a différents types de qualités d'aluminium et de laminé. On recommande aussi d'avoir un laminé qui protège contre les graffitis. Vous allez souvent... Donc, ce n'est pas un montant beaucoup plus dispendieux sur le panneau, mais ça vous permet de laver votre panneau avec du WD-40 rapidement pour enlever les graffitis. Des matériaux comme le bois, le plastique, les mix, plastique-aluminium, la pierre, ça peut être utilisé. Les durées de vie sont variables. Donc, si vous commencez aussi à mélanger bois, plastique, pierre, la pierre dure longtemps. D'autres métaux vont rouiller plus rapidement que l'aluminium. Donc, vous allez avoir différents types de remplacement de parties de votre signalisation qui vont être faites, qui vont devoir être faites avec le temps. L'installation d'un panneau. Au Sentier transcanadien, pour ceux qui connaissent nos pavillons, on avait des pavillons qui étaient avec les toits rouges. Les panneaux étaient en béton. Ils ont été collés sur une structure d'acier. Donc, l'installation a tenu environ 20-25 ans, dépendamment des places. Mais après cette durée-là, oui, le béton il était très bon. Il y avait un toit, donc la structure d'acier ne rouillait pas. La colle entre le béton et l'acier s'est mise à sécher, puis les panneaux se sont mis à tomber. Donc, c'est un exemple pour illustrer que la façon que vous fixez vos panneaux, c'est important. Normalement, c'est de l'acier, des pièces de fixation en acier galvanisé sont difficiles à détacher, donc inviolables, un peu moins, vous avez moins de risque au vol de vos panneaux, mais ça vous permet aussi de conserver vos panneaux longtemps. Si vous allez dans les grosses dimensions, le coût va rattaché au design va être surtout dans la fondation. Donc, on vient de finir, nous, un site à Montréal, puis la structure en tant que telle n'était pas très dispendieuse. On avait des poteaux en alu, des ancrages en acier galvanisé, des panneaux centrales en plastique qu'on peut remplacer aux besoins, qui sont moins chers si on a besoin de changer l'information. Quand est arrivé le temps de la conception de la fondation, c'est là que les coûts se sont mis à augmenter parce qu'on a eu à faire des fouilles architecturales, s'assurer qu'on faune et flore, on était correct, s'assurer qu'on avait de la protection au gel, que le drainage, l'eau qu'on amenait dans le ruisseau n'était pas chargée à sédiments. Donc, toutes ces petites pièces-là du puzzle se sont mis à faire augmenter les coûts. Donc, dans votre planification de point de départ, quand vous avez votre plan de signalisation, c'est important de voir comment vous allez attacher ça, toutes ces pièces-là pour vous assurer qu'au final, votre projet qui commence avec un projet pas trop dispendieux ne devienne pas un projet qui est exponentiellement dispendieux. Prochaine diapositive. Donc, on arrive à la fin du webinaire. On vous a mis des ressources que nous, on utilise à l'interne, qu'on recommande à tout le monde d'utiliser. Vous avez plusieurs autres ressources disponibles, mais le guide de normes, les lignes directrices de Parcs Canada sont super bien faits. Vous avez le type de panneau à la fin, un grand catalogue de ressources en panneaux, en design, qu'est-ce qui existe sur le marché. 2 sites web de Vélo-Québec. Vélo-Québec travaille beaucoup sur la signalisation depuis plusieurs années comme nous, donc ils ont bâti des bons outils. Vous avez 3 liens sur nos sites, nos propres guides. Je vous recommande fortement, si vous ne savez pas par où commencer avec votre projet, allez rencontrer votre municipalité. Ils font affaire avec des gens qui désignent des plans de signalisation. Donc, votre municipalité gère des centaines de kilomètres de route. Donc, c'est important de s'assurer de valider avec eux avec qui ils font affaire. Comme je l'ai mentionné, c'est une mini-route qu'on déplace des gens. Donc, si la municipalité fait confiance ou si vous avez une municipalité proche que vous voyez, vous faites « Mon Dieu, la signalisation est bien faite ici », demandez-leur c'est qui a bâti leur plan de signalisation.
il y a toujours moyen d'aller directement à un manufacturier de panneaux. Le risque, c'est que les manufacturiers de panneaux, oui, font du design, oui, ils ont des gens, mais ne sont pas nécessairement au courant de toute la réglementation que vous avez à suivre. Donc, je vous recommande de trouver des sources de renseignements. Si vous avez personne, vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à nous contacter. Que vous soyez sur le sentier transcanadien ou non, on peut vous aider, on peut vous diriger. Prochaine diapo. Donc, je voulais être sûr qu'on arrivait à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai vu quelques questions dans le Q&A. Je vais prendre le temps de répondre, de lire. Si vous avez d'autres questions qui viennent, mon courriel est là, le courriel d'Heidi aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Le Conseil québécois aussi, avec Richard Sénécal, c'est notre partenaire au Québec. Si vous avez besoin de renseignements, Richard peut vous fournir beaucoup de renseignements. Puis s'il n'y a pas la réponse, il vient nous voir, on peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour votre temps, puis je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Bonne journée. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore pour votre présence, votre participation. Oh, je viens de voir une question de Martin. Si des sentiers non officiels connectent aux sentiers, les sentiers non officiels, selon si vous voulez empêcher les gens de les prendre ou pas, normalement, moi, je les considérerais comme des points décisionnels, puis je mettrais des entrées interdites. Donc, vous les considérez comme un point décisionnel, je ne mettrais pas une map, j'ajouterais juste une flèche avec la balise. Donc, vous mettez votre balise, vous mettez votre flèche directionnelle pour aller tout droit. Puis vous pouvez mettre sur le sentier qui est non officiel, qui peut être bâti par des gens qui bâtissent des sentiers de vélo de montagne, par exemple, ou autre. Vous mettez une entrée interdite, le symbole d'entrée interdite. Donc, ça donne vraiment aux gens l'impression que c'est pas chez eux, puis le chemin tout droit est le plus facile. C'est important de guider les gens, finalement. Donc, leur donner vraiment le mouvement puis la direction. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée, puis au plaisir de vous parler bientôt. Au revoir.